Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. 11 janvier, une date et deux événements. L'un heureux, convivial, qui nous replonge dans notre si vieille mémoire, dans le cœur de notre culture millénaire, Yennaïr. Cette fête agraire que célébraient nos ancêtres. Nous sommes donc à la veille du premier jour de Yennaïr, qui correspond au 12 janvier, c'est-à-dire demain. L'étymologie du vocable Yennaïr est sujette à discussion. Certains berbéristes affirment que le mot Yennaïr est constitué de deux mots berbères, Yen, qui signifie un, et Ayur, qui signifie moi, Yennaïr. L'autre thèse est que Yennaïr vient du mot latin Januari, qui signifie janvier en latin. Rappelons aussi que cette fête n'était pas célébrée par les seuls Amazirs, mais par tout le monde latin pendant plusieurs siècles, pendant toute la période du calendrier julien. Ce jour-là a été le jour de l'an, une fête agraire, le premier jour du calendrier julien créé par Jules César en 46 avant Jésus-Christ et qui aura cours jusqu'à la fin du XVIe siècle, avant d'être remplacé par l'actuel calendrier, le calendrier grégorien, qui sera décalé de 12 jours. Nous sommes donc à la veille de cette belle fête, le premier jour de Yennaïr qui correspond au 12 janvier, et nous lui consacrerons une émission demain, 12 janvier, qui correspondra donc au premier jour du calendrier julien. Mais le 11 janvier est malheureusement aussi une date tragique dans l'histoire de l'Algérie. Le jour du coup d'État du 11 janvier 1992. Non pas cet euphémisme empoulé inventé par les putschistes d'interruption du processus électoral, mais un coup d'État des généraux algériens contre la volonté populaire, un putsch contre des élections législatives démocratiques organisées par le régime lui-même. Élections législatives démocratiques et qui avaient donné la victoire au fils. Il ne faut pas craindre de le dire haut et fort, sans sourciller, sans baisser les yeux, pour démasquer cette épaisse propagande qui a fait du vrai terroriste un héros et de la victime un monstre. Au point où, aujourd'hui, même ceux qui savent toute la tragique vérité sur ces événements craignent de s'y exprimer, de peur d'être qualifiés d'agents de l'international islamiste, de crypto-islamistes, de mercenaires du fils et autres colibés du genre. Oui, il faut le dire avec force, le marteler jusqu'à dissiper les effets ravageurs de la propagande du DRS et de ses médias, de ses éradicateurs, de ces propagandistes, de tous ceux-là qui ont trouvé leur compte avec les assassins de masse, de tous ceux-là qui y avaient fait leur chou gras et qui ont jeté et qui ont été à la soupe. Faut-il rappeler en la circonstance que les généraux putschistes qui nous ont dit vouloir sauver la République sont aujourd'hui presque tous milliardaires, qu'ils disposent de fortunes colossales en Europe et partout dans le monde, et que leurs comparses civils sont logés à la même enseigne dorée. Faut-il le rappeler? Oui, très malheureusement, au-delà de ce tournant tragique qui a coûté la vie à plus de 200 000 Algériens de l'aveu même du président Bouteflika, de feu président Bouteflika, 200 000 Algériens y ont laissé la vie, 20 000 disparus forcés, des centaines de milliers de personnes torturées,
1 million de personnes déplacées et tout un cortège de malheurs qui ont profondément traumatisé la société algérienne. Et au-dessus de tout cela, il y a aussi, et très malheureusement, ce travail psychologique de très grande intensité, destiné à conditionner l'opinion publique, à transformer dans l'entendement général la victime en bourreau, en terroriste, et inversement, le terroriste en victime, en sauveur de la République. Un travail de propagande dont les acteurs, ou plutôt les exécutants, continuent à ce jour de sévir, puisqu'ils sont les plus zélés relais médiatiques du régime actuel et de la junte actuelle, le vrai et seul maître du jeu depuis le premier jour, depuis 1962. Oui, nous ne dirons jamais assez que ce sont les généraux qui ont perpétré un coup d'État contre un parti élu démocratiquement, organisé par le régime lui-même. Nous ne répéterons jamais assez que ce sont ces mêmes généraux qui ont déclenché une violence inouïe contre les militants de ce parti juste après la proclamation des résultats, qui les ont quasiment contraints à rejoindre le maquis, qui les ont emprisonnés avant et après le scrutin, qui les ont empêchés de s'exprimer, qui les ont assassinés, qui ont parfois, pardonnez-moi, violé leurs épouses et leurs enfants, pardonnez-moi de le dire aussi crûment, pardonnez-moi, ils les ont violés pour les pousser à monter au maquis. Mais il nous faut absolument réveiller les consciences assoupies, ou plutôt les consciences anesthésiées. Basta, il faut dire ce qui s'est passé. Tout dire, sans rien laisser dans l'ombre. Il ne faut pas se laisser complexer, se laisser culpabiliser, parce que nous défendons les victimes d'une atroce guerre contre les civils, contre tous les civils qui se trouvaient sur leur chemin par des brutes sanguinaires. Et parmi ces victimes, des journalistes, des intellectuels, des prêtres chrétiens, des moines, un archevêque, des travailleurs étrangers et même un président que la junte avait ramené en Algérie ou de l'étranger, où il se trouvait en exil, un leader de la révolution algérienne, Boudiaf Rabbi Yarhamou, que cette junte avait réussi à piéger et qu'elle fera assassiner quand il découvrira dans quel infâme marécage il était tombé. Le bouchon doit sauter. Nous devons parler, nous devons tout dire, et nous ne parlerons jamais suffisamment du terrorisme pédagogique, de cette monstrueuse méthode pour retourner la population contre les islamistes, de ce terrorisme laborieux, froidement calculé, sans état d'âme, qui a provoqué la mort de dizaines de milliers de gens par les agents honorables de l'État, comme ils disent, ou par des islamistes retournés, ou par des islamistes tout court, qui se sont distingués par leur zèle à égorger au nom de Dieu. Ce terrorisme qui procédait de la fameuse fatwa, élaborée doctement par les imams DRS depuis Ibn Aknoun et qui ordonnait aux combattants, moujahidines, de tuer de la même manière que leurs ennemis les tuaient, de torturer de la même manière que leurs ennemis les torturaient, de violer de la même manière que leurs ennemis les violaient. فَاعْتَدُوا عَلَيْهُمْ بِمِثْلِ مَا اعْتَدُوا عَلَيْكُمْ. Ce sont les termes de cette fatwa, tirés d'un verset du Coran. Ce terrorisme pédagogique dont les Algériens ne savent encore rien et qui a fait assassiner les personnalités les plus aimées, les plus estimées des Algériens, dont la liquidation a été bien sûr inscrite à l'actif des islamistes, des terroristes islamistes. Nous ne parlerons jamais suffisamment de la torture et du viol, institué non pas seulement en système d'interrogatoire, mais surtout en méthode psychologique
de terrorisme des populations. Une torture érigée en science sadique qui épouvantera le monde entier lorsque les détails en seront suffisamment connus. Nous ne parlerons jamais suffisamment de ces génocidaires, de ces tueurs compulsifs qui procédaient à des exécutions sommaires à une échelle de boucherie industrielle. Comme le fameux effaceur, aujourd'hui général, rappelé de sa retraite espagnole, qui se vantait d'avoir à lui seul battu le record du monde, puisqu'il avait assassiné de ses mains plus de 500 personnes. Et le pire, le plus injuste, le plus révoltant, est que la propagande a été telle que les assassins ont été transformés, dans l'entendement général, en héros, en sauveurs de la République, face aux hordes intégristes, au moment où les victimes, dont personne ne peut imaginer ce qu'elles ont subi, de souffrance, sont devenues des boucs émissaires. En tout état de cause, il y a beaucoup de travail à faire pour sortir les Algériens, et tout particulièrement la jeunesse, de ce formatage psychologique de grande ampleur qui les a ciblés. Une seule solution pour cela, une seule, qui soit juste, qui soit transparente et qui ne laissera personne sur le bord du chemin, qui ne passera sur le corps d'aucune victime, qui ne passera personne en pertes et profits, qui ne sera pas dans le parti pris et l'occultation scélérate. Ce sera une dynamique vérité et justice. Vérité et justice. Une dynamique sincère, menée par des hommes et des femmes sincères, qui ne sont pas à vendre, qui ne craignent pas la lumière et qui pourront l'accomplir sans crainte et sans compromission et sans connivence. Et il faudra aussi, bien sûr, une justice noble, digne, intègre, qui n'a pas de collier autour du cou, qui ne condamne pas les innocents sur commande ou par téléphone. Et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons rendre justice à toutes les victimes. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons savoir ce qui s'est réellement passé. Ce n'est qu'ainsi que les véritables criminels, quels qu'ils soient, et de quelque bord ils soient, généraux ou islamistes, ce n'est qu'ainsi qu'ils seront démasqués. Et ce sera alors au peuple algérien et au peuple algérien seul, souverain, de décider de ce qu'il faudra faire alors, pardonner ou condamner. Alors, nous allons avoir avec nous quelques-uns de nos habituels amis qui participent à nos émissions, soit en direct avec nous sur le plateau, soit par téléphone ou par Skype. Et nous allons commencer par Anis El-Qama, psychologue, militant politique. Anis El-Qama, merci d'être des nôtres. Bonsoir, merci Jamaldine. Je souhaite un joyeux Naïr, Asgassam Gaz à tous les Algériens et à tous les Amazirs du monde, qu'ils soient berbérophones d'ailleurs ou arabophones. Et je leur souhaite plein de bonheur pour cette nouvelle année et que le peuple de la liberté puisse reconquérir sa liberté. Merci beaucoup. Et j'en profite pour moi aussi souhaiter Asgassam Gaz pour tous les Algériens, pour tous les Maghrébins, les Nord-Africains. Pour tous les hommes de bonne volonté. Et je rappelle que, contrairement à ce qu'essayent de répandre certains esprits chagrins sur les réseaux sociaux, au prétexte que cette fête agraire au départ, qui était le jour de l'an, Julien tout simplement, serait, comment dirais-je, païenne. Je rappelle que beaucoup de nos traditions sont d'origine païenne, mais ça ne nous dérange nullement. Tant que ça ramène de la joie, tant que ça ouvre les portes du bonheur, tant que ça fait sourire nos enfants, tant que nous pouvons nous régaler de nos si bons plats, marhaba. Alors sinon,
Je rappelle que nous commémorerons, nous célébrerons demain, dans une émission de demain, Yen Naïr, qui aura lieu donc le 12 janvier. Anis Elkama, quel âge aviez-vous au 11 janvier 1992? J'avais un peu plus de 2 ans, j'avais 2 ans et demi, donc je suis né un 20 août 1989. Donc j'en ai aucun souvenir. Toutes les images que j'ai, c'est celles que j'ai pu glaner sur Internet et à travers aussi les déclarations de mes parents, de mes voisins. J'habitais quand même à Alger Centre, à la rue d'Isly. Et j'ai quand même vécu les années 90 et j'en ai des souvenirs d'attentats à la bombe. Il y en a eu, je crois, 3 ou 4 à Alger Centre, juste à 50 mètres, dans un périmètre de 50 mètres, 100 mètres de chez moi. Donc, c'est dire à Anis Elkama que en ce temps-là, la plupart de la jeunesse d'aujourd'hui n'était pas née ou venait juste de naître ou étaient des enfants ou avaient 8 ans, 10 ans, 12 ans. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, y compris la population, personne ne sait ce qui s'est réellement passé. Les comptes n'ont pas été soldés. On nous a bidouillé une charte nationale pour la réconciliation, une sorte d'auto-absolution, d'auto-amnistie pour laver les agents honorables de l'État, tel que le formule cette charte, et c'est rangé, plié, on n'en parle plus. Est-ce que ce n'est pas stressant, ce n'est pas frustrant de ne pas savoir ce qui s'est passé, une si lourde tragédie? Alors c'est très frustrant, surtout que moi je m'évertue toujours à essayer d'avoir une analyse objective de la situation et des faits historiques, et en l'occurrence sur l'arrêt du processus électoral et cette période-là, donc très charnière, très sensible de 88 jusqu'à 91, 92 et ce qui s'est passé après l'arrêt du processus électoral, je trouve énormément de difficultés à trouver des informations objectives qui ne soient pas liées à une interprétation politique de la part du régime, de la part de certains islamistes, de la part de certains progressistes d'ailleurs qui étaient avec ou contre ou indifférents à l'arrêt du processus électoral. Sincèrement, s'il y a un témoignage que je peux apporter aujourd'hui, c'est que notre génération a quand même besoin de vérité. Et elle a besoin d'une vérité apaisée, objective et qui sorte un peu du filtre idéologique et des partis pris très difficiles de l'époque. Mais comment faire, Anis Elkama? Durant ces années, les années 90, la presse, toute, sans aucune exception, sauf les journaux qui ont été fermés, était à la dévotion du régime et faisait ce qu'on lui disait de faire. J'en sais quelque chose, moi qui étais journaliste à ce moment-là. Aujourd'hui, les gens semblent avoir oublié, ou ils ne sont pas intéressés, ou ils sont trop jeunes, ou ils n'ont pas une vraie idée de ce qui s'est passé. Comment faire pour essayer d'aller vers la vérité, tant que les acteurs sont encore vivants, du moins une partie des acteurs, parce que beaucoup ont déjà claqué la porte. Comment faire, Anis Elkama, pour essayer d'en savoir plus, pour essayer de savoir la vérité, réhabiliter les victimes, essayer de savoir ce que sont devenus les 20 000 disparus que le régime refuse de remettre à leur famille, ou du moins de dire ce qu'ils sont devenus. Comment faire, Anis Elkama? Alors, il faut faire ce que vous faites depuis des années brillamment sur le Marabia, entre autres, mais dans d'autres espaces aussi. Il faut confronter les discours. Il faut ramener les personnalités qui avaient participé de près ou de loin à ce qui s'est passé durant cette période-là. Il faut les faire parler, il faut aussi intégrer les nouvelles générations. Mais en même temps, je tiens juste à préciser une chose. Autant j'ai besoin de vérité, ma génération, donc je parle des gens, des trentenaires et même moins, qui sont en réalité la majorité des gens qui composent le Hirak et la majorité de l'Algérie, vu la pyramide des âges qui est très très tassée en bas, un peu comme dans tous les pays africains et du tiers-monde. Autant on a besoin de vérité, mais autant on ne veut pas être enfermé dans une responsabilité que l'on n'a pas. Et autant on ne veut pas hypothéquer, je pense que peut-être on va en parler plus amplement, on ne veut pas hypothéquer le Hirak, on ne veut pas hypothéquer la révolution de 2019 à cause des polarisations idéologiques des années 80 et 90, qui étaient d'ailleurs largement manipulées par le régime politique dans son infiltration des partis politiques, qu'ils soient d'ailleurs islamistes, et des partis dits laïques ou
ou progressiste. Donc, si j'ai à résumer une chose, ma posture, c'est nous avons besoin de vérité, mais nous n'avons pas besoin de porter cette responsabilité des années 90 qui en réalité ne nous appartient pas, appartient à notre histoire. Anis El-Qama, restez avec nous. Je crois que Senhaja est avec nous. Senhaja Akrouf, militante pour agir pour le changement de la démocratie en Algérie. Hérakiste, militante très connue sur la place parisienne, mais pas seulement, à Borges aussi, à Alger aussi. Senhaja, merci d'être avec nous. Monsieur le Khair, alaikum, bonsoir. Monsieur le Khair, bonsoir Senhaja. Alors Senhaja, donc, voilà, 11 janvier, cette date douloureuse. J'étais en train d'en parler avec Anis El-Qama. Aujourd'hui, la jeunesse ne sait rien de ce qui s'est passé. Ou alors elle ne sait que ce qui a été distillé par le régime est distillé avec quelle intensité. Non seulement par le régime, mais même par la presse occidentale, vous le savez très bien, qui était à fond la caisse avec les putschistes. À votre avis, Senhaja, on ne saura jamais rien de ce qui s'est réellement passé? Je pense qu'on ne peut pas éternellement caché. J'ai entendu votre intervention. Moi, je ne sais pas si c'est un arrêt d'élections démocratiques. Pour moi, déjà, à la base, c'était pas des élections démocratiques. À la base, hein, avant l'arrêt. Parce que moi, j'étais journaliste en 92, jeune journaliste, et j'ai vraiment suivi de près les bureaux de vote et tout ça. J'ai couvert ça pour le journal L'Opinion. Et en fait, les élections là, de décembre 92, il y a eu un découpage. Il y a eu un découpage de façon à ce que le FLN rafle toute la ville. Le découpage de Hamroche, le découpage de Mouloud Hamroche. Tout à fait, tout à fait. Qui a provoqué une grève, qui a provoqué une tragédie. Tout à fait. Donc du coup, déjà à la base, c'était pas pour moi je peux pas dire que c'est des élections démocratiques, hein, pas du tout. Déjà à la base, est-ce pour autant il fallait les arrêter? Non. Moi, ma position, pourtant je suis féministe, je suis une militante anti-fils, je l'étais et je reste militante anti-intégriste aujourd'hui et je l'assume. Je l'assume jusqu'à aujourd'hui. Je pense que on ne peut pas la grande responsabilité du drame des décennies de la décennie noire incombe au pouvoir. C'est indiscutable. Pourquoi? Parce que c'est le pouvoir qui a le pouvoir. Voilà. Maintenant, moi j'ai envie de clarifier aussi, parce que c'est le débat, il faut l'avoir, il ne faut pas avoir peur, hein, ni de part ni d'autre. Je ne pense pas qu'il faut minimiser la responsabilité du fils et des islamistes. Le fils, les islamistes, version fils ou version avant l'arrêt du processus, avant la création du fils d'ailleurs, hein, qu'on s'entende avant, je parle des années 80, des années 90, ceux qui s'octroyaient ou qui parlaient au nom, je remonte à Bouali, et puis bien après, moi j'ai fait la fac de Constantine, les tenants de cette idéologie n'ont pas été de même morte non plus. Hein. Il y a eu des menaces, il y a eu des assassinats de filles parce qu'elles ne portaient pas le hijab. Il y a eu des menaces, ils ont mis la terreur aussi dans les quartiers bien après l'arrêt du processus électoral. Alors, Senhaja Akrouf, je vais vous interrompre, mais restez avec nous. Nous avons avec nous Badreddine Guerva, cadre du FIS, que nous allons garder pendant toute l'émission et que j'interpellerai à chaque fois quand il y a une question ou une intervention du genre de celle que nous venons d'écouter de la part de Senhaja. Badreddine Guerva, merci d'être avec nous. Salam alaikum, c'est moi qui vous remercie, Si Jamaldine, pour votre aimable invitation. Merci. Alors, Senhaja est en train de dire ce que beaucoup d'Algériens pensent et disent, que le fils non plus traîne beaucoup de boulets, notamment les menaces. On se rappelle, hein, démocratie à coffre, on se rappelle beaucoup de choses qui ont fait très peur aux Algériens. Senhaja vient de le rappeler, hein, et ce n'est pas pour faire bonne mesure, hein, ce n'est pas pour sembler non, non, pour dire les choses telles qu'elles se sont vraiment produites. Badreddine Guerva, à chaque fois, essayez de répondre un peu rapidement
puisque nous allons vous garder pendant toute l'émission. Badr Dinguerfa. C'est pas facile de répondre rapidement à une tragédie telle que cette tragédie qu'ont vécu les Algériens. On n'a pas le choix. D'abord, avant de commencer, je tiens à préciser toute ma solidarité avec le président du RCD, Mohsen Ben Abbas, et toute ma solidarité aussi avec Fethi Guerres, le coordinateur du MDS, et aussi ma solidarité avec sa femme, cette femme très courageuse qui milite pour la liberté des Algériens. Deux formations politiques foncièrement laïques qui se réclament de la laïcité, qui ne craignent pas de le dire, que ce soit pendant les années rouges, que ce soit maintenant. Je le rappelle. Allez-y, Badr Dinguerfa. Bon, alors très brièvement, je tiens à rappeler par des communiqués, parce que voilà, il y a des menaces, etc. Moi, je me tiens au communiqué officiel du fils. Le fils, après l'interruption du processus électoral qui a fait le lit à l'interruption du processus démocratique, a pondu un certain nombre de communiqués. Et ces communiqués sont restés foncièrement dans la ligne de la Constitution, esprit et article. Le 15 janvier, par exemple, le fils a appelé dans un communiqué à rester dans la Constitution. Il a appelé à ce que le président du Conseil constitutionnel reprenne l'intérim de chef de l'État en attendant la constitution de l'APN et l'élection d'un président de l'APN pour qu'il assure l'intérim. Oui, mais Badr Dinguerfa, là, vous bottez en touche. Excusez-moi, Badr Dinguerfa, samahni. Vous bottez en touche. Elle a parlé de quelque chose de précis. Elle a dit à certains gens du fils qui nous ont fait peur, qui ont dit ceci, qui ont dit cela. Vous parlez de communiquer, de fils, de la forme. Non, nous, on parle de ce que les Algériens ont réellement vécu. Badr Dinguerfa, j'aimerais que vous soyez vrai comme vous l'êtes d'habitude, par ailleurs. Je peux donner un exemple. Si Khalida Messoudi est parti comme ministre du gouvernement algérien, ça veut dire que le RCD, il est comme ça. Donc, il ne faut pas chercher l'époux, les cheveux t'as l'insan, feras t'as insan. C'est vrai que le fils, qui était un grand parti, qu'il est toujours, a des millions de sympathisants et d'adhérents. C'est vrai, dans cet apprentissage démocratique que les Algériens décloufi à partir de 88, après les événements de 88, bien sûr, il y a eu ça et là, certaines... شويه كيما نقولوا زيادات اما بعد تقولي le fils, les islamistes, si on revient aux années 80, les années 80 c'est un moment de l'histoire algérienne. Le fils, c'est un parti qui a été créé sur une base des référents islamiques et sur le mouvement national. Donc حاسبني على الفيس هذا اللي يخوف الناس وخوف الجزائريين الشعب فوت عليه. Je ne comprends pas cette équation qui ne marche pas. الناس اللي يخافوا منه le Front National مثلا en France ou là ailleurs كيخافوا منه ما يفوتوش عليه. Donc et restez avec nous, c'est très bien Badr Dinguerfa, c'est très bien. Sanhaja, voilà ce qu'il vous dit. Voilà ce qu'il répond Badr Dinguerfa. Sanhaja. Comment on Sanhaja, vous avez entendu la réponse de Badr Dinguerfa? Oui, j'ai bien entendu. Moi, je pense que c'est un débat, effectivement. Le fils n'a pas officiellement, à ma connaissance, à moins que ça soit de toutes les façons, à l'époque, c'était très, très difficile d'avoir les détails des informations, dénoncer l'assassinat de Djaoud, de plusieurs. Maintenant, est-ce pour autant... moi, je pense, c'est ce qu'il a dit pour autant aujourd'hui. Est-ce qu'il faut rester dans ce débat? Moi, je pense sincèrement qu'il faut aller au-delà. Il faut qu'il y ait une vérité et justice. Et c'est là où je m'inscris. Et la vérité et justice, elle est de part et d'autre. C'est-à-dire, même les militaires, les généraux qui ont contribué à la destruction de ce pays et qui ont une plus grande, je le dis encore, toute féministe que je le suis,
plus grande responsabilité dans la destruction de l'État algérien parce que eux, ils ont le pouvoir. Et il faudrait casser avec ce débat, le bourourou qui nous sortent, dès que le Hirak a commencé à prendre de l'ampleur, ils ont commencé à y ham islamine, les mouliens, etc. Et ça a fait peur à une certaine classe moyenne, effectivement. Et il faut que les gens arrêtent avec ça. Il faut qu'on dise au pouvoir que les islamistes, nous les affrontons démocratiquement. Avec vos programmes, nos programmes, et c'est comme ça qu'on fera avancer l'Algérie. C'est comme ça qu'on fera avancer l'Algérie, pas en disant c'est les assassins, les machins, ce que fait le pouvoir aujourd'hui avec l'extrême droite. Mais c'est pas pour autant que l'extrême droite, elle est interdite. Comme il a dit l'intervenant juste avant moi, eh ben les gens ne votent pas pour eux. Voilà, et c'est ce qu'il faut qu'on arrive. Il faut que la classe moyenne démocratique ne donne pas un chèque à blanc à ce pouvoir par peur des islamistes. Parce que alors, Sanhaja, avant de vous libérer, le titre de l'émission, les putschistes sont-ils des sauveurs de la République aujourd'hui avec le recul, quand on sait ce qu'ils sont devenus? Non, pas du tout. Question et réponse. Ouais. Pas du tout, moi, c'est pas du tout. C'est évident que c'est pas du tout. Pas du tout, ils ont noyé l'Algérie. Mais je vais revenir sur la question démocratique. Sur les questions des droits des femmes, ils ont abrogé le code de la famille. Ils ont lutté, soi-disant, contre les islamistes. Ils ont lutté contre les islamistes pour des intérêts matériaux, pas pour une justice. Est-ce qu'ils ont abrogé le code de la famille aujourd'hui? Le code de la famille, c'est ce FLN qui l'a fait et c'est ce pouvoir qui le défend. Merci Sanhaja, merci, au plaisir de vous retrouver. Anis Kama, avant de vous libérer, d'abord un commentaire peut-être, avant que je vous pose une question en particulier. Oui. J'ai bien un commentaire sur ce qui vient d'être dit. Alors je tiens juste à préciser, juste en préambule de ce que je vais dire, de mon propos, que je ne saurais cautionner ou je ne saurais donner toute justification par rapport aux enlèvements, par rapport aux tortures, par rapport à tout ce qui a été fait contre les militants, les sympathisants du fils durant les années dans 90 et après les années 90. C'était un traitement inhumain, c'était un traitement digne d'une dictature, ça a provoqué des disparitions et tout cela, tous ceux qui sont dans cette sphère-là islamiste que je ne partage pas et que je combats politiquement comme ma camarade Sanhaja, je ne saurais cautionner cette violence-là contre eux, pour que ça soit très clair. Et je ne saurais cautionner aussi... Le titre de l'émission, le 11 janvier 92, les putschistes sont-ils des sauveurs de la République? Anis Kama. Alors, juste pour en arriver là, je vais répondre à votre question en même temps de développer mon commentaire. Non, absolument pas. Ils ne sont pas sauveurs de la République. Ils ont profité juste d'une situation pour pouvoir reprendre du poil de la bête, pour pouvoir reprendre... pour pouvoir faire une contre-révolution contre 88, contre le 5 octobre 88 et reprendre les rênes du pouvoir en Algérie. Ceci dit, pour moi, le fils a une énorme responsabilité, et je dis bien les officiels du fils. Pour répondre à M. Gelfa, les officiels du fils, je ne parle pas de quelques sympathisants zélés, des personnes qui sont extrémistes, qui ne représentent pas le fils officiellement. Est-ce que vous, parce que nous sommes suivis par des millions d'Algériens, est-ce que vous pourriez préciser votre pensée? Est-ce que vous pourriez dire, par exemple, pourquoi, comment, qui au juste, en toute liberté, bien entendu? C'est très simple. Ibn Hajj a très clairement déclaré on connaît tous cette déclaration. Il faut rappeler également que même si, moi je discute souvent de ce genre de choses avec les personnes qui appartiennent au mouvement Rachad, et avec des discussions aussi franches que celles qu'on a avec M. Gelfa actuellement, ils vont dans un total respect. Je reproche par exemple, ce que ne fait pas par exemple un Dina, je reproche à certaines personnes de Rachad actuellement de jouer sur un populisme, sur une certaine sympathie qu'a accumulé le fils parce que Hagarohum, et en réalité c'est vrai que Hagarohum, pour pouvoir manipuler politiquement. Je vais donner un exemple, parce que c'est très actuel aussi ces questions-là, lorsque M. Zeto déclare dans ses lives à plusieurs reprises que Touati
aurait déclaré et a déclaré réellement qu'il n'y avait pas eu d'actes terroristes avant l'arrêt du processus électoral, c'est totalement faux. Et depuis quand, d'ailleurs, on utilise des déclarations de Touati ou du régime politique pour pouvoir parler au sein de l'opposition? Ça pose problème. Donc, il y a eu des actes armés perpétrés par le mouvement islamique armé, le MIA, par Bouyali dans les années 80, et Ali Belhadj était proche du MIA. C'était avant l'arrêt du processus électoral. Donc, est-ce que les islamistes, ou en tout cas une frange des islamistes, étaient extrémistes et violentes avant l'arrêt du processus électoral? La réponse est oui. La réponse est oui. Est-ce qu'ils ont été, pendant l'Aïsian al-Madani, est-ce qu'ils n'ont pas excité la population en appelant à prendre les armes, en disant Nerf del Klaj ou Nerf del Slah? La réponse est oui. Est-ce que ça justifie tout ce qui a été fait contre eux? Moi, je dis que non. Je dis qu'il y avait des personnes, au sein du FIS également, parce qu'il y avait plusieurs courants, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, comme Hachani, qui étaient prêts à calmer les choses, à calmer les esprits, à pouvoir trouver une solution de sortie de crise qui ne permettrait pas de rentrer dans une infusion de sang, de partager le pouvoir. Et je pense que les personnes qui appartiennent au mouvement Al-Achad actuellement ont fait un aggiornamento de leur vision politique, ont calmé les choses, ont compris que cette histoire-là, inspirée de la révolution islamique de 1979, ne peut pas marcher, qu'on ne peut pas hypothéquer, on ne peut pas, comment dire, l'islam ou l'islam, si et dire que c'est nous l'islam et les autres ne sont pas des musulmans. Non, non, je suis musulman également, je suis un musulman progressiste. Je considère que dans ma lecture de l'islam, et la majeure partie de la population algérienne est musulmane, et cela n'en est pas que les personnes qui sont athées, chrétiennes, laïques, etc., ont le droit de participer également. Mais lorsque M. Guelfa parle de référent islamique, je suis désolé, M. Guelfa, vous n'êtes pas dépositaire de l'islam, vous n'êtes pas dépositaire du référent islamique, le fils n'est pas dépositaire du référent islamique, ni Rachad. L'islam appartient à tout le monde. Et alors, M. Guelfa Rachad, comme ils ne sont pas avec nous, je crois qu'il vaut mieux éviter de les citer. Ils ne sont pas avec nous pour pouvoir répondre. Par contre, Guelfa est là. Oui, je vous en prie. Je finis juste sur ça. Mais c'est bien, franchement, j'apprécie énormément cette émission. Au Barakallahu Fik, de toute façon, je n'attendais pas moins de vous et de le Maghrébien de toute façon. On a toujours parlé très librement chez vous. Donc, juste pour finir sur ça, comprenons que nous ne sommes pas dans une phase post-révolution islamique, qu'il y a eu des transformations que la Tunisie a très bien amorcées, que leur mouvement islamiste en Tunisie a très bien amorcé, An-Nahda, qui était d'ailleurs dans une optique aussi violente et dans les années 80, a compris que de toute façon, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Ça serait bien que les gens du FIS disent qu'ils ont fait des erreurs, qu'ils ont appelé aussi, comme Ali Belhadj, à prendre les armes, et qu'on passe à une nouvelle phase, et que peut-être qu'aussi Ali Belhadj, je ne connais pas le fond de sa pensée, il n'y a que Dieu, c'est ce qui a fait Sodour Nas, peut-être qu'il y a des évolutions et que ça serait très bien de dire que dans une certaine période, sous une certaine pression, on a fait des erreurs. Ah bon, alors nous allons poser la question à Badreddine Guerfa. Merci beaucoup Anis El-Qama pour votre intervention. Badreddine Guerfa, c'est à vous. Alors donnez-moi un peu de temps. D'abord... Oui, mais... Badreddine Guerfa. Non, il a dit tellement de choses. C'est Badreddine, Rabbi Aïchik, Rabbi Khalik. Il y a 6 invités, il y a 6. Donc pour pouvoir tourner, à chaque fois on revient vers vous, mais si c'est de longues interventions, on ne va pas pouvoir les passer. C'est juste ce que je vous demande de comprendre. Tfadal, c'est Badreddine. Sinon, c'est pas la peine de nous inviter. On va pas pouvoir aller Oualen, votre invité, avec tous les respects que je lui dois, اسمح لي الكلمة كاين تخلاط. أولا quand il compare la révolution de 79 en Iran avec ce qui s'est passé en Algérie, il fait fausse route. La révolution 79 en Iran, ça c'est autre chose, c'est un autre contexte historique. Il y a eu pas mal de choses. Bad Khomeini est venu, il a pris le pouvoir. Je suis désolé, en Algérie... سامحني أنا ما سمعتوش هضر على الإيران، أنا سمعتو هضر على بويعلي. لا هضر على la révolution de 79. Moi, je sais qu'il y a une révolution, une seule révolution de 79. C'est à lui de dire le contraire. Anis Qama est avec nous? Anis Qama. Alors, très clairement, j'ai dit qu'il y a eu... Anis Qama. Clairement, j'ai dit qu'il y a eu
une vision d'État islamique, etc., inspirée des années de 79 de la Révolution islamique. Je n'ai jamais comparé, les gens peuvent revenir à mes déclarations, et heureusement il y a Internet, je n'ai jamais comparé les D'accord, c'est très bon, Anis Kama. D'accord. Voilà, Badr Denguerfa. Voilà. Premièrement, le fils est né Rahim Sha'b al-Jazair, donc il est né du mouvement national. Il n'est pas venu d'ailleurs. C'est à votre choix d'être ma cache les référents islamiques. Le fils l'a dit il y a 30 ans, il le dit aujourd'hui. Les référents islamiques, ça ne veut absolument pas dire que l'islam fait de le fils. C'est clair. Donc, j'ai le droit, en tant que parti ou en tant que personne, d'avoir mes référents, les Nhabboumana, et c'est au peuple de trancher. Maintenant, même le fils, quand il a appelé à l'État islamique, ça ne veut pas dire que les chrétiens échouchana, ou les juifs, ou les athées, ou les haja. Mais c'est au peuple de trancher si on croit à la souveraineté populaire. هذه واحدة. اثنين quand il dit الحكاية تاع علي بالحاج ربي يعبدو, il faut revenir. Moi j'étais présent à la conférence de presse. C'était après les événements de juin 91. Quand il يتكلم على les journalistes, il leur a dit textuellement que dans les pays dictatoriaux, la sécurité militaire, c'est avec les armes. Quand il y a un semblant de démocratie, c'est les journalistes qui font cette fonction. Allemagne, à un moment donné, mais c'est comme, je dis un exemple, c'est comme quand Ali Belhaj a pris sa tenue de combat. C'est les événements du Golfe à Alger, يحكيو عليها. Mais comme مثلا حسين أحمد ربي يرحمه avec la tenue de combat, ما نحكيوش عليها. خلينا من هاد les ghettos idéologiques. اليوم ce qui est sûr, c'est qu'il y a un harak, il y a un peuple, il y a une jeunesse. On peut pas نقولوا ça ne nous concerne pas les jeunes. احنا وحدنا دي c'est non, le harak a été intergénérationnel. Les Algériens se sont réunis في الحراك. اليوم le devoir de vérité, de morale et de justice, nous sommes les meilleurs, les plus ardents défenseurs du devoir de vérité, de morale et de justice. Malheureusement, هذا الدفاع عن الحقيقة ما نشوفوش كثير الآن. علاش نديروا المحاكم الإعلامية؟ خلينا ننجحوا في حركنا، خلينا الشعب الجزائري reprend son pays, reprend la décision politique, on passe par une transition, une justice transitionnelle où tu vas dans un apaisement total. Et on revient à vous dans un petit moment, Badr Denguerfa. Je suis pas laïque, voilà, je suis le fils. Il faut essayer de nous aider un peu à répondre, puisque vous allez répondre un peu à tout le monde, répondre de façon un peu enlevée. Ce n'est pas vous priver d'un temps de parole. Si on vous donne le même temps de parole que chacun des intervenants, il nous faudrait une émission de 3 heures. C'est pas possible. Mais ça m'aide, je vous dis, j'essaie de... Alors, avec nous, Mourad Yefsah, membre du comité des citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine, analyste politique, militant, héracliste. Mourad Yefsah, merci d'être avec nous. Merci, merci pour l'invitation. Merci. Alors, d'abord, le titre de notre émission d'aujourd'hui, 11 janvier 92, les putschistes sont-ils des sauveurs de la République? D'abord, une réponse à cette question. Oui, je pense que nous, on n'est pas des historiens, on est des militants politiques. Donc, de fait, on est subjectif en fonction de nos propres positionnements. Positionnement idéologique, positionnement politique, positionnement culturel. Et puis cette période, je pense qu'il est impossible de la traiter comme si c'était une période de lutte politique normale. Je suis arrivé, j'ai écouté certaines interventions qui parlent effectivement donc de cette période-là comme si c'était non mais soyons quand même un peu réalistes. Nous étions dans une période insurrectionnelle en Algérie. Ça veut dire que les moyens politiques, de lutte politique, étaient dépassés. Le pouvoir en place n'écoutait pas les revendications politiques. Le pouvoir en place n'écoutait pas les pétitions. Le pouvoir en place n'écoutait pas les déclarations. Le pouvoir en place ne recevait pas les responsables des partis de l'opposition, des syndicats, des associations, etc., pour discuter avec eux
de l'issue à la crise que vivait l'Algérie. Non, c'était une situation d'affrontement. C'est une situation insurrectionnelle. Quand on parle de situation insurrectionnelle, ça veut dire que c'est d'autres moyens qui sont utilisés et non pas des moyens, et non pas donc des débats, donc programme contre programme, argument contre argument, etc. Ça veut dire que la place de la force, de tous les côtés, avait été prépondérante dans la situation. Et si on part pas de ce point de vue, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Et il y a encore beaucoup de choses, à faire, parce que c'est une période, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent il faut faire abstraction maintenant et passer à autre chose. C'est pas possible. Les plaies, elles sont béantes. Est-ce que nous pouvons dire ça? Je termine juste pour répondre à ta question. Allez-y. Est-ce qu'ils ont sauvé la République? Quand je regarde l'état de la République aujourd'hui, et je vais partir de la réponse que Bouteflika avait donnée aux familles de disparus à la salle Harsha le 15 septembre 1999, qui l'ont interpellé sur les disparus. Imaginez des femmes, des mères, qui étaient venues demander à un président qui était candidat, un président pour lui demander de les aider pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, les disparus ne sont pas dans mes poches, vous me faites honte dans le monde comme des pleureuses avec votre photo. Et quand on regarde, quand on lit cette phrase, c'est plus qu'une blessure, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit donc de gens qui sont à la tête du système et qui veulent, comment on dit, et la République dans laquelle nous sommes aujourd'hui... Morad Yafsah, quand vous dites nous étions dans une dynamique insurrectionnelle, c'était pourtant ce que vous appelez d'insurrectionnel, à mon avis, c'est la grève du fils en réponse au découpage électoral scélérat, il faut le dire comme ça, de M. Hamrouche, et c'était l'armée qui avait tiré sur les islamistes. Et la période insurrectionnelle, on sortait d'un vote, on sortait pas d'une période insurrectionnelle. C'est à l'époque les généraux qui avaient usé de cette terminologie. En fait, on sortait d'un vote que tout le monde avait estimé démocratique et sincère, y compris le régime lui-même. Donc, je ne partage pas ce point de vue. D'interrompre le vote et de refuser la volonté populaire. Je ne partage pas ce point de vue. D'accord. Je vais vous dire. Moi, j'ai vécu cette période-là. Donc, vous avez posé une question à Al-Qama tout à l'heure. Moi, à l'époque, j'avais 30 ans. J'étais donc un militant. J'étais enseignant universitaire à l'université de Tizi Ouzou. J'étais très souvent à Alger. Donc, j'ai bien suivi ce qui se passait. La période insurrectionnelle, c'est à partir d'octobre 88. Elle ne s'est jamais arrêtée. Tout ce qui s'est passé entre octobre 88, y compris les élections municipales et ensuite les élections législatives, etc., c'était dans l'objectif d'enterrer la révolte de 88 qu'ils n'arrivaient pas à éteindre. Parce que le feu avait pris en octobre 88. Et les gens voulaient en finir avec le système, ils voulaient en finir avec le FLN. Ils avaient brûlé tous les édifices du FLN et de l'État. Ça a une signification. Donc, quand vous faites des élections dans ce cadre-là, où les édifices de l'État, les édifices d'un parti qui était à la tête, le parti État, le FLN, à l'époque, c'était ça. À l'époque, le comité central du FLN, c'était lui qui décidait de tout, et il y avait et les civils, et les militaires, et la police politique, et la police normale, etc. Et c'était tout le monde. Et le peuple algérien voulait en finir avec ce système. Et ceux qui étaient à la tête du système voulaient justement enterrer cette révolte. Ils ont tenté par différents moyens. Et le fait, c'est que non seulement ils n'ont pas réussi, c'est qu'à la fin, quand ils ont vu effectivement que l'immense majorité du peuple algérien ne voulait pas de demi-mesure, ils voulaient vraiment, mais vraiment, comme on le dit aujourd'hui. Eh ben, ils ont utilisé les grands moyens. Donc la République, est-ce qu'ils ont sauvé la République? La République aujourd'hui, elle est dans quel état?
Est-ce qu'elle est dans un État où, effectivement, elle permet au peuple algérien de vivre librement et de vivre proprement, dignement? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Merci. Le fait que des premiers ministres, le fait que des généraux sont en prison, qui ont été mis par leurs propres amis, ça veut dire qu'ils n'ont pas sauvé la République. Bien au contraire. Merci Morad Yefsah, merci beaucoup. J'aurais vraiment voulu que cette émission soit plus longue pour tous vous garder, mais malheureusement il y a encore 3 invités qui attendent. Donc Anis El-Qama, Morad Yefsah et Sanhaja Akrouf, merci beaucoup pour votre participation. Avec nous maintenant Brahim Younsi, analyste politique, cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter pour participer à cette émission importante. Et Brahim Younsi, alors vous avez écouté un peu ce qu'ont dit nos invités. Est-ce que vous souhaitez faire un ou des commentaires avant que je ne vous pose une question en particulier? Au moins un commentaire. Oui. Il y a une espèce de manichéisme chez certains. Je veux dire que il y aurait de bonnes armes où ceux qui sont bons, avec lesquels nous sommes d'accord au moment où ils prennent les armes, et ceux qui sont mauvais au moment où ils prennent les armes. C'est cela le problème. Beaucoup soutiennent le FFS lorsqu'il a pris les armes en 1963. Il a pris des armes. Nous étions dans une situation de brouillage, pour ne pas dire autre chose, et en 1992 ou 93, des gens ont pris les armes sans être organisés, comme l'était d'ailleurs le FFS, on les a vus avec des tenues militaires. On n'a pas vu en 1992 une organisation militaire. C'est la différence. D'autre part, il faut donner, à mon avis, vous posez une question, les putschistes sont-ils des sauveurs de la République? La réponse est claire. Non, les putschistes de 92 ont tué la République, ont sali la République. Voilà le résultat que nous avons obtenu. C'est des milliers de morts, des milliers de disparus, de la torture, de la répression qui dure jusqu'à aujourd'hui. Au moment où tout cela se passe, quelle est la traduction politique? Parce que ce que j'ai entendu, on traduit les choses sur le plan idéologique. Quelle est la traduction politique? C'est que il y a eu des élections. Une élection en 1990 qui est passée parce que ceux qui ont remporté les élections municipales et départementales de 1990 inauguraient les chrysanthèmes, passez-moi l'expression, se chargeaient de la voirie et n'avaient aucune prérogative parce que les communes en particulier dépendaient de l'État, dépendaient de l'ancien et du budget de l'État, il faut le rappeler, et du budget de l'État. Tout à fait. Absolument. Qui avait été sérieusement bridé à ce moment-là. Tout à fait, tout à fait. Et après une première tentative en mai 1991 d'organiser des élections législatives, cela a tourné de la façon dont il a tourné. Il faut dire que l'armée, encore une fois, intervient. Les services de la torture sont aussi intervenus parce qu'il y a eu 300 à 350 morts parmi les manifestants, parmi ceux qui faisaient des sittings sur les places publiques et dormaient sur ces places publiques. On leur a tiré dessus comme des lapins. Il y a 300 à 350 morts dont on ne parle quasiment jamais. Et en 1992, vous savez, je crois que vous le savez vous-même, et beaucoup le savent, c'est que, passez-moi l'expression, le pouvoir a dragué les partis pour qu'ils participent aux élections, y compris le fils, qui, certains d'entre eux,
Le fils en particulier, M. Gerfaïla, je sais qu'il s'exprime là-dessus. Je veux dire peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. C'est que le fils ne s'est engagé qu'à 4 semaines, un mois à peine avant la date des élections. Et que ces deux principaux leaders étaient en prison, il faut le rappeler. En plus, absolument. Ces deux principaux leaders étaient en prison. Mais, absolument. C'est cela la réalité politique. Il ne faut pas être dans le manichéisme ou donner tort aux uns et raison aux autres. Il y avait une situation où les services tortionnaires de Toufik aller chercher les gens, les militants du fils, chez eux, la nuit, et les torturer, les tuer, les liquider. Il y avait eu déjà des exécutions sommaires. On a des membres de nos familles qui étaient votre propre frère, Brahim Younsi, votre propre frère avait été enlevé et n'a plus donné signe de vie. Absolument. Donc... Brahim Younsi, Rabbi Yarhamou, Rabbi Yarhamou, s'ils l'ont tué, parce qu'il y a 20 000 disparus qui sont quasiment passés en perte et profit, dont personne ne sait ce qu'ils sont devenus. Brahim Younsi, non, mon frère n'a pas disparu au moment... si vous me permettez juste une précision. Oui, mon frère n'a pas disparu comme les disparus que nous connaissons. Mon frère a été arrêté. Bien entendu, il a subi une torture atroce. Et puis, il a été emprisonné. Et c'est lors de l'évasion, parce qu'il était emprisonné à Lambèze, bon, certains me disent, bon, il y a quelquefois des contradictions, me disent qu'il est resté parce qu'il ne pouvait pas s'évader lui-même, parce qu'il était handicapé, parce que la torture l'avait handicapé, et qu'il était à l'infirmerie au moment où il y a eu l'évasion. D'autres disent qu'il se serait évadé. Mais il a été tué, ou certains me disent qu'il a été assassiné dans l'enceinte de la prison de Lambèze. D'autres disent qu'il a été tué à l'extérieur. Donc il y a tout un embrayamini. C'est vrai. Mais toujours est-il que les services de sécurité se sont présentés chez certains membres de ma famille 20 ans après, parce que mon frère avait été condamné à 20 ans de prison. Ils se présentent 20 ans après, jour pour jour, pour dire qu'ils avaient découvert le corps, ce qui restait du corps après un examen ADN de mon frère. C'est dire que ce pouvoir qui est machiavélique, joue sur tous les tableaux. Il ne faut pas que nous tombions dans le panneau. Je me permets de vous interrompre, Brahim Younsi, je reviens à vous. Juste là, si jamais très vite, sur la question des élections. Je crois qu'on n'a pas interrompu un processus électoral. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. On a interrompu un processus démocratique. Alors, restez avec nous. Je reviens à vous pour de plus amples explications. Je rappelle qu'on a essayé de joindre Mourad Hina, qu'on n'a pas réussi, et que nous sommes en train d'essayer de joindre Nordin Oussat. Mais en attendant, avec nous, Omar Ait Mokhtar, militant politique, ex-candidat aux législatives de 2021. Omar Ait Mokhtar, merci d'être avec nous. Merci, M. Benchenouf. Inaïram Gaz, Asgotham Gaz. Asgotham Gaz. Omar Ait Mokhtar, nous sommes en train donc de parler du coup d'État. D'autres disent de l'interruption du processus électoral. D'autres, comme vient de le faire Brahim Younsi, l'interruption du processus démocratique. J'aimerais d'abord que vous répondiez à la question qui est cette émission d'aujourd'hui. 11 janvier 92, les putschistes sont-ils des sauveurs de la République? Ce que je pense, M. Benchenouf, je vais peut-être vous étonner, c'est que celui qui a arrêté ce processus est revenu, d'après ce que, si je vois bien les réseaux, machin,
Nous avons les services secrets qui ne sont plus secrets aujourd'hui. Donc, Nazar est revenu avec Toufiq. Moi, ce que je souhaite pour l'Algérie de demain, c'est que, quelle que soit, évidemment, la tragédie nationale, paix à l'âme de tous ceux qui sont morts, bien sûr, 200 000 ou je ne sais quoi, aujourd'hui, ils sont là. Donc, s'il y a encore un échec, ça serait que de leur faute. Il y a eu l'OIM, le Madani, la concorde civile, je dirais réussi parce qu'on a arrêté les fusions de sang. Je m'en fous qui c'est qui tue, qui machin, ça n'a pas d'importance pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est que je sais qu'il y a des morts dans les cimetières. Allah yarhamhum. Donc aujourd'hui, l'Algérie de demain, un beau pays comme ça, Nazar est revenu, Toufiq est revenu. Alors je leur dis, ayez le courage. Presque tout l'état-major avait marché dans le coup d'État. Il n'y avait pas que Nazar et Toufiq. Non, mais monsieur Benchenouf, il y a eu un coup d'État, il y a eu des morts. Est-ce qu'on va aller au cimetière et réveiller ces morts? Non. Mais je pense que s'ils ne partiront pas, leur âme se réveillera si un jour nous allons peut-être nous mettre autour d'une table pour construire ce beau pays. Depuis l'indépendance, la comme on dit, problème en problème. Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution. Le FIS n'a pas été une solution, le multipartisme n'a pas été une solution. On n'a pas trouvé de solution. Nous sommes encore dans le problème. Mais pourquoi je vais vous faire écouter M. Nazar et après je vous poserai une question. Nous allons écouter M. Nazar qui assume à lui seul toute la responsabilité du coup d'État. Écoutez-le bien, c'est fort de café. M. Nazar. الآن نزيد ننظر. رئيس الجمهورية استقال، الرئاسة شاغرة، الشعب الوطني شاغر كما قلت. الدور الثاني مازال. كيف تم تقرير أو من قرر وقف المسائل الانتخابية في الدور الثاني؟ هذا هو تفضل. كاين زوج احتمالات، مع هذا سمعتي الوضع الجديد اللي خرج من هذا كل المشاكل هذه وكل شيء. كاين عندي انا زوج احتمالات. اول نخلي الفيس يواصل او الحبس المسائل الانتخابي. امر قرار سياسي. حبس المسائل الانتخابية هو قرار سياسي. واضح. ولا قرار حربي. قرار سياسي. إعلان حرب. قرار سياسي. خذيت هذا القرار. أنا خذيت هذا القرار. سمعتي أن نحبس المسائل. لأن كفاية المشاكل اللي راهي وقعت سمعتي وكل شيء وين رايحين؟ زيدوا روحوا للواد. دونك أنا خذيت قرار باش نحبسوا المسائل وهذا قرار سياسي. مش قرار سمعتني الناس انطلقوا في الشوارع وبدات لي زاتونطا وبداو سمعتي وكل شيء مباشرة وكانت من قبل من سابق بعد. والمشاكل اللي عشناها أمام وضع كان موجود القرار يرجع لي. بقيت أنا هو الوحيد هذيك الوقت صاحب القرار. خذيت هذا القرار. الآن هذا هو القرار. أنا هو الوحيد صاحب القرار وأنا هو اللي حبست المسار الانتخابي. عمارة المختار, moi je vais vous poser une question simple. Oui. Pourquoi pour solder tous les traumatismes, pour qu'on sache ce qui s'est réellement passé, parce que c'est nécessaire, on ne peut pas ne pas essayer de savoir, surtout après une telle propagande de ce régime. Pourquoi est-ce que nous ne serions pas tous d'accord, quel que soit notre camp, pour une dynamique vérité et justice? Malheureusement, M. Benchenouf, on ne réglera pas le problème. Le problème, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Hein. Le passé, comme je vous ai dit, les morts ne se réveilleront jamais. C'est fini. Alors, moi, j'ai envie de dire à M. Nazar, vous êtes revenu, donc vous étiez le responsable de l'arrêt du processus électoral.
ce qui ne devrait pas se faire, parce qu'il y a une élection, quand ça ne marche pas, bon, ce n'est pas la peine de s'éterniser sur cette question. Moi, ce que j'ai envie de dire, M. Nazar, vous êtes responsable aujourd'hui. Faisons de ce pays un paradis où nous avons tous les éléments. Tous les Algériens peuvent vivre en paix d'abord. Et je le rassure, M. Nazar, que tous les Algériens aiment la vie. Les 20 000 familles, Omar Aït Mokhtar, vous imaginez les 20 000 familles des disparus, on leur a arraché leurs enfants de leurs bras en pleine nuit, on a cassé leurs portes pour leur prendre des êtres chers qui n'ont plus reparu. Vous imaginez qu'ils accepteraient de vivre avec leur bourreau, sans savoir ce qui s'est passé? Monsieur Benchenouf, que va-t-on faire? Est-ce que vous savez, non, on va s'éterniser, on va revenir à la case de départ. Vous savez, il faut savoir avancer. La planète entière a subi des traumatismes pires peut-être que ça. Ce que subit l'Algérie est incompréhensible. Ce n'est pas, vous savez, moi je me rappelle de Saint-Egidio, ils veulent, je n'ai jamais pensé qu'ils n'aimaient pas l'Algérie. Mais Bouteflika a réussi ce qu'on appelle l'OM al-Madani. Je vous assure. Il a auto-amnistié. Allez-y, pardon, je vous interromps. Malheureusement, c'est le prix de la paix. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. C'est ça. Par contre, au lieu de redémarrer sur de bonnes bases, je pense qu'on est en train de revenir à la case départ. Donc, c'est au peuple, c'est à nous, moi, vous, tous les Algériens, de se dire, on va regarder l'avenir ensemble. Le passé est morose et noir, donc on ne va pas encore revenir à ça. Je n'accepte pas qu'un Algérien ait peur chez lui, dans la rue, mais elle encore, on arrête des gens, on n'arrête plus personne. Par contre, si vous voulez vivre dans une démocratie... Pardon, Omar Aït Mokhtar, là, je suis obligé de vous interrompre. On n'arrête plus personne, il n'y a pas plus de 300 détenus dans les politiques, dans les geôles du régime? Ce n'est pas... Non, c'est ce que je suis en train de dire, je me suis mal exprimé peut-être. On n'a pas à arrêter des gens parce qu'ils... Non, je me suis mal exprimé, M. Benchenouf, pardon. Donc, on n'a pas à arrêter des gens parce qu'ils pensent différemment que vous ou que moi. On n'a pas à arrêter des gens, d'accord. Ok. Exactement. Donc, les gens qui sont en prison ou ceux qui sont prêts à rentrer, que je parle de Mohsen Ben Abbas, par exemple, que je soutiens bien sûr, on n'a jamais été d'accord politiquement, mais il n'a pas sa place en prison. Fethi Gharras, exactement de la même chose. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, moi, je n'ai pas compris, je n'arrive pas à comprendre, alors que c'est plus facile de discuter, de s'écouter pour construire. La construction de cette manière-là, malheureusement, je suis, moi qui suis toujours optimiste, là je peux dire que je suis pessimiste, mais quoique il faut réveiller peut-être les esprits, je pense qu'ils écoutent ce qu'on est en train de dire. Et il faut leur dire aussi que M. Benchenouf, quand il parle dans sa télé, aime l'Algérie comme moi je l'aime, comme eux ils l'aiment, s'ils l'aiment enfin. Donc nous aimons ce pays. Personne n'a le droit d'imposer un rythme alors qu'il faut écouter les gens. Donc il faut essayer... Merci Omar Aït Mokhtar. Restez avec nous, je reviens à vous dans un instant, merci beaucoup. Alors, Badreddine Guerfa, je reviens vers vous. Vous avez écouté les uns et les autres. Un commentaire peut-être, un point de vue. voilà عندي زوج امور راح نتكلم عليهم. اولا المساله تاع العصيان المدني. الناس يقولوا كنا اون بيريود انسيليكسيونيل. Alors j'aimerais bien, parce que j'ai un devoir en face, cette masse de jeunesse avec qui j'étais dans la rue, في الحراك, que j'ai appris à connaître, qu'ils ont appris à me connaître et à connaître mes amis. Le 5 octobre 88, il y a eu vraiment les événements, il y a eu de la casse, etc. On peut parler de ayam insurrectionnel. Mais en novembre 88, il y a eu l'amendement de la Constitution qui a permis
de désigner un chef du gouvernement, c'était Qasdi Melbah, Rabbi Yarhamou, qui était responsable devant le Parlement, le Parti unique. Et le 23 février 89, jette le référendum sur la Constitution qui a l'ouverture démocratique. Et puis, en juin 90, il y a plus de trucs insurrectionnels. En juin, il y a eu des élections, des partis ont participé, le LCD, le FIS, le PNSD, le PRA, plein de partis. Et bien, Mbadine, en juin 91, d'abord, la première violence, c'est ça, c'était avant le 5 juillet 90, c'est-à-dire après les élections de juin, c'était à Tarf. La PC était FIS, le président du FIS, Rabbi Yarhamou, a donné des talimat, les ouvriers, العمال تاع البلديه باش يعلقوا العلامات جدد pour fêter le 5 juillet. Abdelrahman Belayat, qui est toujours vivant, il est passé par là, قعدت مع المنظمه تاع المجاهدين, et ce jeune-là, Rabbi Yarhamou, كان طالع يبدل les drapeaux, et des anciens moujahidines sont venus, ils lui ont tiré dessus, il طاح مات. راحوا en prison, maintenant je crois خرجوا. Donc c'était la première violence effective جات من الناس qui était très proche du pouvoir. هذه واحدة. Donc en juin, في mai, وعلاش la grève c'était pas une grève insurrectionnelle, c'était une grève سلمية. مال اليوم الحراك نقولوا الحراك insurrectionnel, الحراك اليوم نقولوا عصيان مدني. Non, il y avait des مسيرات, il y avait des grèves. Et بعدين, comme l'a souligné Siounsi très honnêtement, راهم جاو قتلوا الناس à 2h du matin في ساعة أول ماي en plein Alger, يعني في بلايص أخرين أكثر من 300 قتيل, ولي فيديو اكزيست في لا مور تاع مصطفى باشا. دونك لو فيس تم حبس لا غريف, حبس المسيرات, دار لقاءات مع غزالي اللي كان شاب بدر الدين قرفة. Les plus de 300 personnes qui ont été tuées, Rabbi Yarhamhum, ils étaient armés, ils étaient menaçants. Pourquoi ils ont été tués? Rappelons-le, c'est des groupes كانوا في لي طونت, كانوا راقدين في لي طونت في ساعة أول ماي, ولي زالجيريان يجيبوا لهم الطعام يقولوا 2h du matin, رغم l'accord qu'il y a eu avec Hamrouche à l'époque, avec le chef du gouvernement. جاو la gendarmerie آنذاك à 2h du matin, ils ont commencé à tuer على ناس سلميين وراقدين, où il y a eu le carnage. Le fils, il a pris ses responsabilités, حبس المسيرات وحبس لي غريف. من بعد il y a eu l'amendement تاع القانون تاع الدوائر الانتخابيه اللي كانت هذيك المشكله كل عليها. جو دون ان اكزومبل يفهموني الشباب تاع اليوم. مثلا اون دائره انتخابيه اللي فيها 100,000 ساكن دات افلان في وقت البلديات, يعطيوها 2 ديبوتي, يعطيوها مثلا 2 ديبوتي. 200,000 في دائره اخرى اللي بلديه تاعها فيس يعطيوها 1 ديبوتي. سادير كانت تزوير ابتدائي. بون من بعدين يا eu ce qu'il y a eu, هزوا الناس, ما رجعوش الناس للعمل, هزوا القيادات تاع الفيس, يعني avait 7 في الحبس بما فيهم عباسي مدني ربي يرحمه علي بالحاج. Et puis on a le fils بقى dans la constitution, بقى dans la démocratie. درنا le congrès de Batna, وأنا درنا قيادة جديدة كلها دي جون يونيفرسيتير على راسهم حشاني ربي يرحمه. Et puis بقينا نناوروا هل ندخلوا انتخابات تاع 26 ديسمبر ولا لا. بور يعني بان نمد المعلومه لخونا ابراهيم يونسي, يا او استشاره على مستوى كل المكاتب تاع الفيس انذاك مع القيادات تاع الفيس اللي في الحبس, مع خاوتنا لي ميليتون تاعنا اللي في الخارج. يونا كانت عندنا معلومات بلي لي كونت دو سود, لي كونت كونسنتراسيون هيئوهم وراح يضربوا الفيس. دونك لا ديسيجن ا ايتي بريز, قال هما راح يضربونا ما لا نضربونا. اون اسيون دافوار الشرعيه, لازم يفهمها الشباب اليوم, دينا الشرعيه. سي بور سا اون سيمين افون الواحد كنا بريبارينا لي ديبوتي, درنا لي دوسيي
Et bien, une semaine avant les élections, on a notre clou, enfin, on a eu le 26 décembre, parce qu'il y a eu les élections. Donc, وربحنا les élections. Donc, وين كاين الناس يجيو يقول لك السيليكسيون، وين la sélection حتى يا Restez avec nous, Restez avec nous. Nordin Aoussat vient de nous rejoindre un peu en retard. On est à 10 minutes de la fin de l'émission. Nordin Aoussat, merci d'avoir répondu à nos appels. Nous avons essayé de vous faire participer. Nous allons devoir vous inviter à faire une intervention très dynamique, malheureusement, parce que nous devons faire un autre tour de micro. Nordin Aoussat, que vous inspire cette date aujourd'hui? Je vous laisse nous dire vos sentiments, votre sentiment. Premièrement, je précise bien que beaucoup de gens, je dirais, le savent déjà, que je n'ai jamais été quelqu'un qui a appartenu au FIS. Donc j'interviens en tant que patriote, en tant qu'Algérien engagé, en tant qu'universitaire. J'ai lu des dizaines de livres écrits par des Algériens et des non-Algériens sur ce qui s'est passé entre 88 jusqu'à 92 et bien après. Donc pour commencer, cette date, c'est une date triste, elle restera triste autant d'années qu'elle n'aura pas été réparée l'injustice et la faute grave que les militaires ont commis. Votre titre, il dit « Les putschistes sont-ils des sauveurs ?» Non, ils n'ont jamais été des sauveurs et ça n'a jamais été, je pense, même dans leur esprit d'être des sauveurs, ce sont des fossoyeurs. Ce sont des fossoyeurs pas de la République parce qu'elle n'existait pas réellement, mais ce sont des fossoyeurs de l'espoir et des fossoyeurs de l'Algérie. Est-ce qu'ils ont sauvé? Non, ils ont enseveli l'Algérie. Maintenant, d'une manière générale, on peut dire énormément de choses sur le discours du FIS, sur le programme du FIS. Il était insuffisant, il n'était pas clair, il n'était pas cadré, etc., etc. Mais c'est sans aucune mesure de comparaison avec la gravité de la décision qui a été prise, et on l'a appris que dans les vidéos, Nezzar qui dit c'est moi qui ai pris la décision d'arrêter le processus. Un homme arrête un processus démocratique voulu dans lequel espéraient des millions de personnes, ça c'est inadmissible. Encore une fois, aujourd'hui, et ça, c'est une réponse à certains qui veulent encore dire il y avait les mairies dans les mains du FIS, il n'y avait pas un bon découpage électoral, il y a la sociologie. On peut dire ce qu'on veut, mais le FIS a gagné les élections et en aucune manière l'armée n'avait le droit ni, je dirais, la légitimité ou la légalité pour arrêter les élections. Nous payons encore le prix. Nordin Aoussat, pardonnez-moi de vous interrompre, mais les gens se posent des questions, et nos téléspectateurs qui nous regardent, certains parmi eux, posent des questions que nous entendons tout le temps. Beaucoup de gens disent qu'à ce moment-là, pas le FIS, certains leaders du FIS nous ont fait peur. Il y a certains qui disaient démocratie kofr, d'autres qui parlaient de violence, d'autres qui disent wallah kon nahkmou ndir fih. Certains individus qui faisaient partie du FIS ont fait peur aux gens, leur ont fait craindre un retour aux âges les plus obscurs. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à ce genre de réflexion? Si Jamaldine, si vous voulez, depuis octobre 88 jusqu'à 92, l'arrêt du processus électoral, le discours du FIS, comme celui du RCD, comme celui d'autres partis, il n'a cessé d'évoluer. Au départ, le FIS n'avait même pas l'intention de rentrer dans les élections et nous avons des déclarations et des aveux et des témoignages de responsables du FIS. Donc, ils ont voulu petit à petit. C'est pour cette raison que quand Ali Belhadj disait en 90 même que démocratie à kufr, il ne parle pas du système démocratique, il ne parle pas de la démocratie en tant qu'organisation politique. Il parlait de la philosophie, parce qu'Ali Belhadj c'était un idéologue, c'était pas un politique. Donc il parlait de la démocratie en tant que philosophie et de la démocratie en tant qu'idéologie, c'est-à-dire qu'il donnait à 100% le pouvoir au peuple
de déclarer tout ce qu'il veut licite ou ce qu'il veut illicite. Et là, c'est un sujet qui prête à débat encore aujourd'hui. Mais que le fils était contre le choix des urnes, contre le choix du peuple, jamais. Ça, Nourdine Aoussat, je m'excuse de faire l'avocat du diable, j'allais dire, parce qu'il n'est pas question ici de faire le procès du fils. Mais moi, je me rappelle, la Mithaq, la Doustour, Qal Allah, Qal Rasoul, il y avait réellement ce discours qui faisait peur. Pourquoi ne pas répondre directement et essayer de solder tous les comptes que nous demandions aux gens? Une vérité dynamique et justice, il faut tout dire. Il faut tout épurer. Oui, bien sûr. Il faut solder, mais il faut le solder dans un débat où on prend le temps d'aller à la profondeur des deux choses et de ce qui s'est passé et des événements et des déclarations, pas les prendre en superficie. Un exemple, il y avait pire, il y avait des gens qui ont dit Doula Islamia wa alish ma sallouch. Alors que Salat, c'est un pilier de l'islam. Il y avait ces déclarations. Donc, on était en période de tension. Il y avait des gens qui étaient derrière, on le sait maintenant, qui poussaient le discours à être clivant, à être polarisant, à être toujours anxieux. Mais dans son programme, dans les déclarations qui sont faites dans le calme, etc., nous ne trouvons pas de déclarations, que ce soit de Abbasi Madani ou de Ali Belhaj, qui allait à l'encontre de l'aspiration populaire. Dans les meetings, c'est autre chose. Un meeting, c'est par définition. On est des universitaires quand même. On est des professeurs de communication, des analystes des discours. Et nous savons que le discours qui est dit dans un meeting, surtout dans une période comme celle-là, ce sont des propos qui parfois, vu la foule, vu l'ambiance, etc., qui dépassent de beaucoup l'esprit de ceux qui les tiennent. Donc, restez avec nous, Nourdine, pardon, finissez votre phrase. Finissez votre phrase. Je pourrais pas rester plus. Voilà. Donc, on peut dire plein de choses, mais en aucun cas l'arrestation du processus démocratique n'est justifiée ou n'est justifiable. C'est tout ce que j'ai à dire en 2 mots. Merci beaucoup, Nourdine Aoussat, au plaisir de vous retrouver. Et donc j'ai le plaisir d'annoncer que la direction nous a rajouté quelques minutes. Nous allons rester ensemble jusqu'à 20h10, heure d'Algérie. Je reviens à Brahim Younsi, si je ne m'abuse. Brahim Younsi, c'est ça. Brahim Younsi, les choses étant ce qu'elles sont. Nous sommes un peu en train de parler avec le recul du temps. Moi, j'avoue que quand j'ai mis ce titre, 11 janvier 92, les putschistes sont-ils les sauveurs de la République, je comptais beaucoup sur ce recul du temps. Parce qu'on dit à beau mentir qui vient de loin, mais aujourd'hui, j'allais dire plusieurs décennies après 92, nous pouvons voir ce que sont devenus ces généraux. Des milliardaires pour la plupart, des gens très malhonnêtes, dont certains sont en prison d'ailleurs, par ailleurs, ou en fuite à l'étranger, qui achètent des nationalités à coût de millions de dollars. Aujourd'hui, pourquoi, Brahim Younsi, n'y a-t-il pas suffisamment de voix d'intellectuels intègres, vraiment intègres, qui même sans étant islamistes, tout en étant laïcs, tout en étant les ennemis naturels de l'islamisme, pourquoi ne sont-ils pas dans cet engagement pour au moins dire les choses telles qu'elles se sont réellement produites? Quelle est cette chose qui fait craindre à certains parmi nos compatriotes de passer, si je dis ça, je vais passer pour un crypto-islamiste, je vais passer pour un soutien des islamistes, on va me dire un mercenaire de l'islamisme. Il y a beaucoup de gens de mes amis qui ont peur. Entre nous, on parle de tout, mais quand ils sont en public, ils n'osent pas. Ils ont peur qu'on les traite d'islamistes ou de pro-islamistes. Je ne vais pas citer de nom, mais certains le font. C'est peut-être une infime minorité, mais il faut leur rendre hommage et cette vérité. Certains intellectuels, et des intellectuels connus, certains avec lesquels j'ai de bonnes relations, d'autres avec lesquels
je n'ai pas de relations ou de mauvaises relations sont sur cette ligne-là. Je crois parce qu'ils défendent la démocratie, et la démocratie ouverte à tous. Et c'est cela, la démocratie. Et vous avez de l'autre côté, y compris des gens qui s'étaient engagés, les partisans, parce qu'on a vu le criminel Nozar s'exprimer et prendre l'entière responsabilité du sang qui a coulé dans ce pays, de la mort de centaines de milliers de nos compatriotes, de 20 000 à 25 000 disparus, etc. Il en est de façon directe l'un des responsables, sinon le responsable. C'est dire la responsabilité de cet homme, ce qui pèse sur ses épaules et sur lui. Il y a des intellectuels qui aujourd'hui sont revenus à la réalité des choses et comprennent mieux le jeu morbide des généraux qui ont commis le putsch du 11 janvier 1992. Beaucoup d'entre eux, certains sont entrés au gouvernement, d'autres ont participé à ce ersatz de Parlement, le CNT, le Conseil national de transition. D'autres ont fait, et j'en sais quelque chose, une campagne médiatique, une campagne politique auprès des gouvernements européens et des campagnes médiatiques pour soutenir les généraux qu'ils faisaient passer pour des généraux démocrates. C'est-à-dire que le bilan de ceux qui ont soutenu le putsch est très lourd. Et aujourd'hui, ils se rendent compte de la faute politique, et plus encore, qu'ils ont commise en 1992, non seulement en soutenant l'armée, mais en appelant à l'interruption du processus démocratique à travers l'interruption des élections. C'est extrêmement grave. Certains, fort heureusement, s'en rendent compte aujourd'hui, et c'est bien. Et nous travaillons avec eux aujourd'hui, nous les applaudissons aujourd'hui. Mais il est vrai que la population, notamment les victimes, les parents des victimes, demandent à ce que la vérité soit faite. Et la vérité, c'est vrai, nous nous éloignons de plus en plus que le temps passe de la vérité. Il faut absolument que la vérité soit dite. Et tant que les acteurs sont encore de ce monde. Brahim Younsi, je vais me permettre de vous lire un paragraphe d'un billet de août 2012 signé par Ammar Farah, où il a l'honnêteté de dire qu'il était au courant qu'il allait y avoir beaucoup de morts avant même que ça ne commence. Alors je vais vous lire juste un passage de Ammar Farah qui est connu pour être un éradicateur connu. Il l'assume pleinement et très, très fortement par ailleurs. Alors je cite ce passage seulement. « Je me souviens du jour où notre directeur de la publication avait été invité au ministère de l'Information, dirigé alors par feu Belkaïd. Il assistait à cette réunion où l'on récoltait les avis des patrons de presse sur le prochain et imminent arrêt du processus électoral. À son retour, il nous appela en urgence, les actionnaires du Soir d'Algérie, pour nous mettre au parfum. Et je me rappelle qu'il avait dit que les prévisions faisaient état de 60 000 morts. C'est-à-dire qu'au moment où les auteurs de ce redressement républicain s'apprêtaient à agir, ils savaient qu'un grand nombre d'Algériens allaient mourir. Brahim Younsi, votre commentaire c'est clair, sur ce que vous venez d'écouter. Et je connaissais ce texte. Une chose personnelle. Je suis rentré à Alger après beaucoup d'années d'exil en mars 1989. Et c'était pour me rendre d'ailleurs à la rencontre que les chefs islamistes avaient organisé. Je crois que ça s'est passé le 8 ou le 9 mars 1989 à la mosquée de Kouba. C'était un vendredi. J'ai été mis en résidence surveillée au moment où j'arrivais à Alger. On m'a arrêté à l'aéroport d'Alger et on m'a emmené en résidence surveillée à Sidi Ferruche. Et bien entendu, certains
officiers venaient me voir. Et je me souviens, je ne vais pas donner le nom de cet officier qui était colonel à ce moment-là, il est décédé aujourd'hui, m'avait dit que de quelle manière vous voulez prendre le pouvoir. Je lui dis, il n'y a pas d'autre manière que les élections et que précisément le processus démocratique. Il m'a dit, cela ne se passera jamais. Je peux vous jurer sur tous les Corans que vous voulez. Et puis il m'a dit, la seule chose qui reste, c'est prendre les armes. Et si vous prenez, parce qu'il m'a mis là-dedans, et si vous prenez les armes, nous marcherons sur la tête de 200 000 à 300 000 Algériens, et je vous affirme, et je jure que c'est la vérité. Il m'a donné le chiffre de 200 000 à 300 000 C'était prémonitoire. C'était marcher sur la tête, et ça, je vous le dis, en mars 1989 déjà. Merci. Je vous l'assure. C'est dire que ces gens-là étaient prêts à tout et que les élections étaient un moment un prétexte. D'ailleurs, si vous me le permettez, j'en avais parlé à l'époque notamment avec Hussein Ait Ahmed et Ben Bella en particulier, parce que c'était des partis constitués, des partis de l'opposition, et dans le cas du FFS, qui était un parti depuis 1963. C'est dire que demander à des personnalités, à des chefs de parti, comme Hussein Ait Ahmed ou Ben Bella, de passer par l'agrément, me paraissait quelque chose d'humiliant, et plus qu'humiliant, qu'il y avait un jeu politique derrière. Merci Ibrahim Younsi. Malheureusement pour les deux invités qui restent, ils ne rendent droit qu'à 2 minutes chacun. Omar Ait Mokhtar, pardonnez-nous, la Ghalb, on ne l'a pas fait exprès, donc vous avez droit à 2 minutes pour nous dire ce que vous pensez avant de nous quitter. Omar Ait Mokhtar. Oui, M. Bejnouf. Écoutez, vous savez, on ne peut pas en 2 minutes dire je suis désolé, vraiment. Nationale. Par contre, évidemment, c'est l'anniversaire, ce n'est pas une fête, ce qui s'est passé le 11 janvier 91, pour tous les Algériens, bien sûr. Après, vous savez, j'ai entendu un de vos interlocuteurs dire que, effectivement, les responsables du FIS menaçaient la démocratie, et ça c'est une réalité. C'est pour ça que je vais encore vous dire quelque chose d'atypique, c'est que il y avait 3 millions de votants. La responsabilité revient quand même aux gens qui ne votent pas. Pourquoi on ne vote pas? C'est valable aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas 3 millions de votants, il y avait 3 millions pour le FIS. Mais c'est tout ce qu'il y avait. Les autres ne votaient pas. Non. Il y en avait pour le FFS, il y en avait pour le FLN. Non. Écoutez, M. Bejnouf, encore je vais vous dire, la FFS et la RCD, c'est Tizi Ouzou Béjaïa, et puis les Kabyles ne votent pas, n'ont jamais voté. Donc, ils n'ont pas de votants. Karim Tabouki, votre ami, dit toujours qu'il était le député des quotas, il n'y a pas de vote. Si le Hussein Ait disait qu'il n'y a jamais de vote, mais quand ils sont placés à l'Assemblée nationale, c'est bon, il y a du vote. Donc, il faut revoir les copies. C'est un naufrage. Merci, dommage, je suis vraiment désolé, Wallah, je suis désolé. Badreddine Guerfa, pareil, 2 minutes, vraiment, je serais obligé de vous interrompre, Badreddine Guerfa. Je remercie Ibrahim. Voilà, c'est Ibrahim Younsi et le docteur Nourdine Aoussat, ils ont tout dit, ils ont résumé ce que je voulais dire. Maintenant, il faut خلينا من الحكايات هذه on en parle pour aller l'avenir. اليوم كاين حراك, كاين une jeunesse qui ont révolution pacifique. Je pense que il y a eu même des tribunaux populaires في الحراك. Moi j'ai vécu الحراك 2019 كامل حتى la reprise تاعو. Eh ben, alhamdoulilah, كنا مع الشعب, كان الشعب معانا, نساء, رجال, وليدات, alhamdoulilah. اليوم نقول كلمة خليها يسمعوها اليوم. للأسف الدخول الموفق تاع الانتخابات تاع 26 ديسمبر تاع الفيس بقى شوكة في حلق كثير من الناس qui se prennent pour des démocrates mais qui n'arrivent pas à avaler هذيك الشوكة.
Le 26 décembre a eu lieu. C'était des élections démocratiques. Le fils a participé d'une façon démocratique en étant majoritaire ou minoritaire dans des centaines d'APC. Et la démocratie في الميدان مش بالهضره في الاستوديو. هذا من الناس اللي غالب. Le fils, c'est devenu قضية, ce n'est plus un parti. Il y a des morts, il y a des assassinats, des prisonniers, معتقلين. الأجيال تتوارث هذه القضية. القضية تفرى بجيستيس ترانزيسيونيل بإذن الله. Dans l'apaisement ما عندناش حقد على أي جزائري. وش هو؟ Je fais un appel اليوم كي صافحنا لي جورنو كل بازان ما تكلم على 11 جانفي بازان. يا هذوم اللي يحبوا يصوفيو لا ريبوبليك، هذوم لي ديموقراط دالور يقولوا لنا اليوم كاسكي يفرحوا نورمالمون يقولوا الحمد لله رانا حبسنا لو بروسيس ديموقراطيك وصلنا للخير. Pas un mot, parce que le rédacteur en chef est un, mais c'est lui qui يحكم. Et merci. Merci Badr Eddine Guelfa. Je rappelle juste les résultats. Front islamique du salut 47,27%. Front de libération nationale, Front de libération 23,38%. Front des forces socialistes 7,40%. Alors, merci Badr Eddine Guelfa, merci à Mourad Yefsah, merci à Anis Al-Qama, merci à Ibrahim Younsi, merci à Sanhaja Krouf, merci à Omar Ait Moukhtar, merci Nourdin Awsat. Pardon à tous mes invités, vous avez vu le nombre d'invités, au point où nous n'avons pas pu vous passer de nombreuses vidéos que je voulais vous montrer, mais la suite continue sur El Magharibi, vous pouvez donc suivre dans l'émission qui suit, Al-Amq. Et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette émission. Et très franchement, pour ce qui concerne cette phase tragique de notre histoire, dont nous savons presque rien, tout a été fait pour que nous ne sachions rien. Ils nous ont injecté de la haine, de l'acrimonie, mais on nous a empêchés de savoir ce qui s'est passé réellement, au point où à un certain moment, quand on posait la question « qui tue qui ?», on risquait d'être assassiné dans la rue à Alger, je me rappelle. Et dans le milieu journalistique, l'ordre avait été donné d'attaquer quiconque osait poser la question « qui tue qui ?», au point où les éradicateurs journalistes de l'époque appelaient ces gens les kitukistes. Merci. Qawala khair. Bislama.